Bonjour, c'est François Kirel, je suis directeur de la rédaction de The Media Leader et je vais vous raconter l'actu des médias de la semaine en 10 minutes chrono. À suivre dans un instant, notre invité de la semaine, ce sera le cultissime journal de Mickey qui fête ses 90 ans. Sa rédactrice en chef sera avec nous dans cet épisode. Avant de démarrer, un mot de notre partenaire Isoscale. C'est le groupe leader du data marketing et de la communication à travers 5 marques expertes et 500 collaborateurs qui mobilisent au quotidien leur savoir-faire pour imaginer les solutions qui maximisent le capital de marque et le capital client. Alors, pour en savoir plus, rendez-vous sur isoscale.fr. Vous découvrirez pourquoi plus de 900 entreprises font confiance à Isoscale pour booster leur stratégie de marque, d'acquisition et de fidélisation. Le Point change de cap. Étienne Gernel, son directeur, annonce une révolution dans la stratégie numérique du magazine. C'est à lire dans une interview accordée au Figaro. Pour renforcer son positionnement premium, Le Point met fin à la publication des dépêches AFP sur son site d'ici à la fin de l'année, en misant notamment sur du contenu 100% fait maison. Une manière pour le patron du magazine de défendre la valeur de son journalisme et de s'inscrire dans une montée en gamme ambitieuse. Autre nouveauté de taille, dès 2025, un paywall dynamique sera mis en place permettant aux lecteurs de lire plusieurs articles avant de devoir s'abonner ou créer un compte gratuit. L'objectif affiché est de doubler les abonnements numériques qui stagnent à 43 000. Le journal de Mickey fête ses 90 ans cette semaine, l'occasion pour le magazine des tout-petits de publier 3 numéros spéciaux. Édith Rieubon, la rédactrice en chef du journal de Mickey, qui est exploité en France sous licence par la maison d'édition Unique Héritage Média, nous explique la stratégie adoptée par le magazine qui se refuse toujours à basculement vers le digital. Elle est l'invitée de la semaine au micro de Vincent Taubel. Déjà, on est très heureux de fêter les 90 ans. Donc 90 ans, ça fait 4. Alors ça c'est quelque chose que je dis beaucoup, que je martèle beaucoup en ce moment, parce que peu de gens le connaissent. C'est un journal en fait qui n'est pas la traduction d'un journal américain. C'est pas un journal qui a été créé par Walt Disney, mais c'est bien un journal français qui a été créé par un Français en 1934, donc qui s'appelle Paul Vinclair, qui était un homme de presse. Donc c'est lui qui a créé le journal de Mickey. Et après la création du journal de Mickey, d'ailleurs, il a créé d'autres titres de presse. Il a créé à l'époque Confidence et il a été directeur de France Soir. Comment vous allez fêter votre anniversaire ? Vous avez un numéro spécial ? Alors on a 3 numéros spéciaux. On a en septembre, le 18 septembre, on a sorti un numéro. Voilà, c'est un numéro XXL, c'est-à-dire énorme format, le double de d'habitude, qui revient un petit peu au format du tout premier numéro, qui est un grand format tabloïd. Ensuite, le 16 octobre, on a sorti notre numéro, le numéro classique du journal de Mickey anniversaire, avec une petite figurine dorée, collector Mickey. Et dans ce numéro-là, on raconte tous les secrets du journal. C'est-à-dire toutes les questions que vous êtes toujours posées sur le journal de Mickey. D'où viennent les BD? Qui était Paul Vinclair? Est-il vrai qu'il y a eu 2 numéros du journal de Mickey? C'est vrai. Qui fait le journal et comment? Tout ça est dans ce numéro spécial, avec également beaucoup de témoignages de lecteurs. Et puis un poster collector. On a demandé à tous nos lecteurs de nous envoyer leurs petites photos, leurs portraits. Et on a fait un poster mosaïque avec les portraits de tous nos lecteurs. Et puis, on a sorti le 23 octobre, là c'est pour les fans de tous les âges, un gros hors-série collector de 300 pages qui est là pour le coup dédié à la bande dessinée. Comment se situe le journal de Mickey face à des journaux comme Picsou Magazine, qui fait d'ailleurs partie il fait partie du même média Unique Heritage? Picsou Magazine, c'est le bureau d'à côté. Donc, on n'est pas du tout concurrents. On n'a pas la même, ni la même pagination, ni la même périodicité. On est complémentaires, je dirais. Le journal de Mickey a vu un peu ses ventes divisées par 2 en 10 ans. Vous avez pris le parti de pas passer au numérique. Comment vous souhaitez séduire de nouveaux lecteurs et aussi comment le journal arrive à se rémunérer? C'est via abonnement, par achat en kiosque? En quelques années, il y a eu un changement culturel énorme qui n'a échappé à personne et qui s'est accéléré, notamment avec le confinement qui s'est accéléré, c'est le tout écran, effectivement. On a eu par le passé des versions numériques du journal. Alors, plusieurs choses qu'on a constatées. Il n'y a pas de demande pour une version numérique d'un journal pour enfants. Pourquoi? Ça paraît logique en même temps. Pourquoi? Parce que les parents qui font l'effort aujourd'hui d'abonner leurs enfants, c'est bien pour leur donner
du papier entre les mains et pour les décrocher des écrans. Pour la tranche d'âge que l'on vise, c'est-à-dire les 7-14 ans avec un cœur de cible sur les 9-12 ans, un journal papier, c'est d'abord un lien très très fort avec le lecteur, le jeune lecteur. Pour nous, en fait, faire du papier, c'est notre cœur de métier, c'est ce qu'on sait faire et c'est ce qu'on souhaite faire. Donc il n'y a pas de demande et quelque part, je ne peux que l'encourager. Le corollaire, c'est qu'effectivement, les ventes en kiosque sont de plus en plus difficiles, notamment quand on est hebdo ou quinzomadaire. On reste moins longtemps visible, c'est difficile. Et comment on fait pour continuer à appâter le lecteur Alors, plusieurs choses. On fait des nouvelles formules pour se mettre au goût des jeunes lecteurs. Ça fait partie des stratégies éditorial que l'on a mis en place. Et c'est sur ces abonnements que vous rémunérez principalement? Alors, le kiosque, ça va être une façon, on va dire, de renouveler le lectorat. Et oui, aujourd'hui, on est à 90% sur de l'abonnement. Oui. En termes de publicité, écoutez, on est entre... là, en ce moment, il y a entre 6 et 8 pages de pub par numéro. On n'est pas sur un financement publicitaire majoritaire, puisqu'effectivement, nous sommes des publications pour la jeunesse. On va dire le business plan, il fonctionne effectivement sur l'abonnement. Apple doit suspendre son Distraction Control. Selon l'écosystème publicitaire français, 6 associations professionnelles, dont l'Alliance Digitale, l'Union des marques et l'UDECAM, signent une lettre ouverte à Tim Cook, le CEO d'Apple, demandant instamment qu'il suspende cette fonction de Distraction Control qui est déployée notamment sur le navigateur Safari sur iOS 18. Je rappelle que cette fonctionnalité permet d'effacer certaines parties de l'écran, notamment la publicité, ce qui pourrait mettre en effet en danger l'écosystème publicitaire, c'est-à-dire un peu partout dans la presse, notamment dans la revue du digital. OpenAI, Microsoft tentent de redorer leur image auprès des médias américains. Les Échos nous expliquent comment les deux sociétés ont annoncé un partenariat de 10 millions de dollars au profit de 5 titres de presse locale aux États-Unis, alors que les relations entre la presse et les entreprises d'intelligence artificielle se tendent. Au total, les deux entreprises mettront chacune 5 millions de dollars sur la table, dont 2,5 millions de financement direct et 2,5 millions de crédits pour utiliser leurs logiciels et outils. Cette enveloppe de 10 millions bénéficiera dans un premier temps à 5 médias locaux, le Chicago Republic Media, le Minnesota Star Tribune, Newsday, The Philadelphia Inquirer et The Seattle Times. The Media Leader Tech revient également sur le lancement de Copilot Daily de Microsoft. Il permettra aux utilisateurs d'accéder à des résumés générés par l'IA sur les actualités et la météo, marquant notamment une étape dans l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le secteur de l'information. Copilot Daily s'appuiera exclusivement sur des sources autorisées comme Reuters, Axel Springer, Earth Magazine, USA Today ou encore le Financial Times. Microsoft va rémunérer les éditeurs pour l'utilisation de leur contenu, bien que les termes de ces accords restent encore flous. Le vétéran du PAF prend la parole dans les Échos après l'idée lancée par l'Arcom de regrouper les chaînes info autour d'un même bloc de numérotation. Nicolas Taverneau, le patron du groupe RMC BFM, alerte dans un entretien au quotidien économique sur les conséquences d'un regroupement de ces chaînes autour de BFM TV et de CNews. Changer la numérotation des chaînes serait un véritable hold-up. Il prévoit également des ajustements dans l'offre éditoriale de sa chaîne. Après l'arrivée de la nouvelle équipe de direction, on a appris cette semaine que Camille Langlade a été nommée directrice de la rédaction de BFM TV. La chaîne C8, condamnée définitivement à verser 2,9 millions d'euros à Thierry Ardisson après l'arrêt brutal de son émission Salut les Terriens, info à lire dans Le Parisien. Et puis dans Le Monde, je vous conseille cette enquête sur la Ligue 1, la grande désillusion économique du foot français. Le fiasco de la vente des droits télé du championnat de France pour la période 2024-2029 a été le point d'orgue de la crise que connaît l'écosystème du football professionnel tricolore. Les droits nationaux n'ont rapporté que 500 millions d'euros par an, bien en deçà des attentes de la Ligue, ce qui compromet le modèle financier des clubs, fortement dépendant de cette source de revenus. Malgré des pertes, écrit Le Monde, la Ligue continue à investir mais doit faire face à des défis structurels et financiers majeurs pour assurer sa viabilité à long terme. OMG France veut rentrer dans le top 3 des agences médias. Les deux co-CEO de la filiale média d'Omnicom, Benjamin Grumbach et Franck Farrugia, détaillent leur plan dans le magazine Stratégie cette semaine. 6 mois après leur arrivée, l'agence a vocation à aller chercher des clients structurants
C'est ce qu'ils disent. Et puis Bertrand Bodichon, nouveau CEO de Mediabrands en France, a lui aussi dévoilé sa feuille de route dans The Media Leader cette semaine. Après l'annonce d'un plan de départ volontaire et le retrait de Thomas Jamet, nous allons mutualiser le planning stratégique qui a été un des piliers de notre succès ces dernières années, annonce-t-il. Le chiffre de la semaine, issu du baromètre de la reconnaissance client avec notre partenaire Isoskel, 31 marques championnes de la reconnaissance client en 2024. Elles n'étaient que 11 en 2023. Preuve que la relation et l'expérience client sont plus que jamais des thèmes stratégiques pour toutes les marques et que la concurrence sur ce terrain de jeu se tend chaque jour un peu plus. Plus d'infos sur le site isoskel.fr. Retrouvez également le lien de l'étude dans la description de ce podcast. Avant de se quitter, un mot du Retail Media Forum. C'est la 3e édition le 7 novembre prochain. C'est organisé par The Media Leader et ce sera au campus WPP à Levallois-Perret en partenariat notamment avec Groupe M. Retrouvez l'ensemble du programme et des speakers sur notre site adwantedevents.fr. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci de nous suivre chaque semaine. On fait une pause pour le week-end prochain en raison du 1er novembre. Le prochain épisode sera mis en ligne le vendredi 8 novembre à partir de 7h du matin.